Roland, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris de ton temps, que je sais qu'il est précieux, pour pouvoir nous accorder cette interview. C'est pour nous un plaisir de pouvoir te rencontrer. Tu sais, Adventist Magazine, c'est une revue en Suisse. Tu es donc suisse, tu as été pasteur dans la fédération et c'était pour nous important de pouvoir te rencontrer. Aujourd'hui, pas pour traiter d'un sujet en particulier, j'ai déjà vu plusieurs émissions où tu présentes les épîtres de Paul, 1 Corinthiens 15, Paul et les femmes. Aujourd'hui, on voudrait s'intéresser à toi, à ton parcours et aussi au parcours de ta famille, parce qu'il y a toute une histoire. Donc l'église adventiste en Suisse romande et la famille Meyer, elles sont très proches, elles ont cheminé ensemble à plusieurs reprises parce que plusieurs personnes ont fait partie de cette histoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, le fil rouge de ta famille, comment ça a commencé, son implication au niveau de l'Église, non seulement en Suisse romande, mais en Europe? Oui, alors c'est une longue histoire qui commence... Pour la famille, elle commence en 1322, l'histoire. D'accord. Mais on ne va pas remonter jusqu'à c'est un peu loin quand même. Parce que je ne la connaîtrai pas, donc j'inventerai tout. Alors, je vais la commencer depuis le début de l'Église, en quelque sorte, qu'on appelle l'œuvre volontiers. Et à la fin du 19e siècle, en Suisse, il y a une famille, au Locle, qui est une famille d'horlogers, qui s'appelle Streit die Provins. Alors Provins, probablement parce qu'ils étaient liés avec les importations de pieds de vigne avec l'Amérique du Sud. Enfin, c'est une petite histoire qui n'a rien à voir avec la théologie ni avec l'Église, mais qui justifie un peu le nom. Et puis, à cette époque-là, dans les années 1880-90, il y a une sorte d'effervescence dans la propagation du message, et du message adventiste en particulier, venu des États-Unis. Et là, cette famille s'intéresse à l'Église. Et cet arrière-grand-père, finalement, le grand-père de ma mère, s'appelle Henri Streit die Provins. Et puis, à un moment donné, au début du XXe siècle, dans les années 3, 4, 5, il vend son commerce et décide de se mettre bénévolement à disposition de la fédération, de ce qu'on appelait au début les conférences du Léman, et ça a changé de nom à plusieurs reprises. Mais bon, c'était cette organisation de Suisse romande. Et donc en 1905, il est principalement évangéliste, pasteur bénévole au Valais en particulier. D'accord. Mais il n'était pas encore à la retraite, il décide de vendre son négoce pour pouvoir se donner volontairement. Voilà, et non, il n'était pas à la retraite. Non, il a fait ce choix de servir l'Église de cette manière-là. Voilà. Alors, dans certains récits des anciennes revues, on le retrouve membre d'une commission de nomination, membre d'une assemblée. Voilà, il y a des petites traces qui restent un petit peu partout. Mais disons, je sais un certain nombre de choses sur cette famille parce que quelques années avant le décès de mon père, je lui ai demandé de rédiger un peu l'histoire de la famille. Parce qu'autrement, une fois que les parents ne sont plus là, qui sont les informateurs, on ne sait plus. Et donc il nous a écrit une bonne partie de la vie de toute la famille, y compris de l'histoire de cet arrière-grand-père. D'accord. Après vient le grand-père, Alors, après, et ses frères. Voilà. Alors, au niveau du grand-père, c'est du côté de mon père à ce moment-là. Ah d'accord, parce que là, avec cet arrière-grand-père, nous étions du côté de ma maman. D'accord. Et puis, du côté du grand-père maintenant, c'est Meyer à ce moment-là. Ah d'accord. C'est donc le père de mon père. Alors là, c'est une histoire aussi qui commence à Lausanne, parce que le père de mon grand-père, Meyer, était Frédéric Meyer, étaient des gens de la région de Lausanne, qui ont connu aussi le message adventiste vers la fin du 19e, début du 20e. Mon grand-père étant des années 1880, 1886. D'accord. Donc c'est assez fin du 19e, et donc tout le début du 20e se met en place. Et donc mon grand-père a plusieurs frères et sœurs d'ailleurs. Et plusieurs de ses frères vont entrer aussi dans le ministère pastoral. Alors je pense par exemple à Paul Meyer, qui est un des frères de Albert, et qui lui a fait sa formation à l'école biblique de La Linière, puisque La Linière a ouvert de 1905 à 1921, avec 2 interruptions par rapport à la Première Guerre mondiale. Et donc, Paul a fait une année d'école biblique à La Linière.
Et là, c'était des formations de base. Hein. Il prenait les étudiants, enfin les élèves qui avaient au moins fait l'école primaire, et puis il les formait. Il y avait aussi une formation d'aide, de garde-malade à l'époque. Hein. Et donc, c'était un petit peu la mixité de tout cela. Ils étudiaient à la fois l'anatomie, la physiologie, la Bible, un petit peu tout, un pour paquet. être préparé pour affronter l'être humain. Voilà, c'est la cure d'âme physique et spirituelle. Tout. Alors, Paul, lui, va se marier là aussi, il va connaître son épouse aussi à la Linière, du nom de Martha Schlegel. Et c'est une grande famille aussi de la fin du 19e, les Schlegel, qui ont donné naissance à beaucoup d'enfants adventistes, comme les Lenoir, par exemple, sont issus des Schlegel aussi. Les Mayer, comme par exemple Adolphe Mayer, qui a été longtemps jardinier à la Linière. Ce sont toutes des grandes familles issues de cette branche des sœurs Schlegel, qui se sont mariées avec ici un Mayer, ici un Mayer, ici un Lenoir, ici un Gerbert. Et voilà, et puis ça a essaimé, et puis ça a fait des ramifications et des gens dans l'Église et dans l'œuvre. Alors ce Paul Mayer, il va être pasteur et il va très rapidement partir de nombreuses années au Portugal. Il sera président de l'Union portugaise aussi. Il va revenir, il va être pasteur en France également, président de fédération aussi. Mais il va être l'un de ceux qui, à cette génération, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va abriter des gens qui seront traqués, comme des Juifs, comme des gens qui vont être malheureusement exterminés par les nazis, par la Gestapo. Mais c'était dangereux ça à l'époque, hein? Oui, Très dangereux. C'était dangereux. C'était l'époque du réseau Deutsche Paris qui avait été fondé par Jean Weidner à l'époque, qui travaillait beaucoup à Collonges ici. Et donc Paul était pasteur à Lyon et il a beaucoup travaillé pour le réseau de Jean Weidner sans être un membre du réseau, si tu veux. D'accord. Il fabriquait des faux papiers, il fabriquait des documents pour pouvoir sauver des personnes, il abritait des juifs, et puis bon, il avait un carnet sur lui, et puis ce carnet a une fois été égaré, c'est-à-dire, oui, c'est une personne qui a été arrêtée par la Gestapo, qui était une des adjointes de Jean Weidner, qui avait un carnet sur elle, et qui a été arrêtée à la gare à Lyon, qui allait partir pour une mission particulière de la résistance, et qui, étant arrêtée par la police française de connivence avec la Gestapo, a jeté ce carnet par terre. Et un brave monsieur est venu par derrière et lui a dit « Madame, vous avez perdu votre carnet ». Et donc la police a enquêté et elle a finalement, je fais très court là, et vous pouvez retrouver cela sur plusieurs livres qui ont été publiés ces dernières années aussi là-dessus. Et sur ce carnet, à la suite de nombreuses questionnements de cette personne, interrogatoires et tortures épouvantables que je ne décrirai pas ici, cette personne a craqué et elle a parlé de ces gens et a donné les adresses. Donc il y avait à ce moment-là à peu près 150 personnes qui ont été arrêtées et une trentaine sont morts en déportation, dont mon grand-oncle Paul Meyer, qui a finalement fini sa vie dans le camp de concentration de Dachau en Allemagne 3 mois avant la libération de 1945 en quelque sorte. Hein. Voilà, ça c'était pour l'un des frères, Paul, qui a donc lui travaillé au Portugal et puis en France. D'accord. Un autre de ses frères, Oscar Meyer, qui lui aussi a travaillé principalement en France, lui, qui a été président de fédération du Sud, du Nord et de l'Union également, qui était un conférencier et qui a été le pasteur de nombreuses églises également de France. Paul Meyer a épousé dans un premier mariage sa femme qui a eu 2 enfants qui sont très rapidement décédés, et son épouse est décédée peu après aussi. Il est resté longtemps veuf et il a finalement, lorsqu'il était déjà d'un âge certain, dans la soixantaine, épousé une jeune infirmière de la Linière qui le soignait, Sœur Lucienne. D'accord, mais Sœur Lucienne, elle vient de fêter ses 100 ans. Elle vient de fêter ses 100 ans le 21 février de cette année, parfaitement. Et là, donc, c'était un couple qui avait à peu près 33 ans de différence d'âge. Elle était beaucoup plus jeune. Et ils ont vécu 10 belles années heureux ensemble. Après, lui, il est décédé de maladie. Et puis, elle est restée veuve très longtemps. Elle s'est mariée ensuite avec un frère Vécringer, d'où une nouvelle famille qui a été fondée. Ça, c'est pour Oscar. Et puis, il y avait encore un autre frère qui s'appelait Ernest,
Ernest Meyer, lui, était typographe. Il était imprimeur, en quelque sorte. D'accord. Il a travaillé aussi à la Linière, au début, lorsqu'il y avait encore les imprimeries qui avaient été apportées de Bâle à la Linière, et puis ensuite déménagé à Damary. Donc il a fait tout cela. Il a été un petit peu aussi un des initiateurs du premier recueil de cantiques adventistes en français. Il est né Louange, donc lui était aussi musicien et il a travaillé là-dessus également. Éditeur, musicien, il a participé à ce projet. Voilà, il a participé à cela aussi. D'accord. Et après, donc, une nouvelle génération, il y a ton papa. Voilà, alors il y a eu une génération de mon papa et de son frère Raymond Meyer aussi. Ils avaient aussi une sœur, Isabelle Meyer, qui elle a épousé un pasteur italien aussi. Ils ont travaillé toute leur vie ensuite en Italie. Alors en ce qui concerne mon oncle, donc le frère de mon papa qui était plus âgé que mon papa, bien il est parti avec ses parents, avec Albert donc, et Marguerite Meyer. Ils sont partis en Afrique du Nord. C'est là qu'il a fait ses classes secondaires et son baccalauréat, parce que mon grand-père était pasteur en France, Albert Meyer. Il est parti ensuite en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, où il a aussi présidé les différents chants de l'Afrique du Nord. Puis il est revenu en France, et puis ensuite en Suisse, où il a été aussi président de la fédération. Et puis il a terminé sa carrière dans l'œuvre comme secrétaire de l'association pastorale de la division à Berne, dans les anciens bâtiments encore, qui ne sont pas très loin de ceux actuellement. Voilà, il a été l'un de ceux aussi qui a fait beaucoup de conférences d'évangélisation, en particulier à Genève, à l'époque. Où il y avait beaucoup de monde qui venait encore. Oui, ça c'était encore la belle époque. Et je pense que aussi bien notre fédération que moi, on aurait bien voulu vivre à ce moment-là. Quand avec quelques affiches à Genève, il arrivait à remplir le Victoria Hall avec 1200 personnes sur des conférences sur les prophéties, sur le retour de Jésus, des choses comme ça, sur que la télévision n'existait pas, l'Internet n'existait pas, le cinéma était moins développé. Donc la guerre était là, ce qui fait que les gens étaient pris par cet intérêt-là. Donc il a beaucoup participé aussi à ces campagnes d'évangélisation et à la promotion de l'évangile, et donc à la croissance des églises. Pour eux, c'était tout naturel en quelque sorte. Ils travaillaient, et puis ils baptisaient, et puis les églises grandissaient. C'était un temps différent d'une autre. Tout à fait. Qu'on aimerait envier un petit peu. Alors bon, mon oncle Raymond, donc, est parti avec ses parents en Afrique du Nord, et puis là est né mon père. Et donc, mon père a fait ses premières classes là-bas aussi, puis ensuite, ils sont rentrés en France et puis en Suisse, et il a continué sa formation pour finir ici à Collonges, comme mon oncle d'ailleurs, pour faire ses années de théologie pendant la période de la guerre, où précisément le réseau Jean Weidner, et mon grand-oncle Paul, travaillaient aussi pour passer les Juifs en France, et donc aussi bien mon oncle Raymond que mon père ont aussi collaboré à ce genre d'activité. C'était pour eux naturel. On est sur le campus, la Suisse est à côté, on nous demande d'amener une famille juive en bas à Croix-de-Roson ou à Bossé. Il y a un qui va guetter et l'autre qui traverse. Voilà. Et puis ils l'ont fait avec bon cœur et sans penser au risque que ça pouvait générer. Et puis il y a Roland Meyer. Il ne faut pas l'oublier. Roland, pour toi, c'était tout à fait naturel de devenir pasteur, ou c'est quelque chose que tu as dû quand même réfléchir, te poser la question, et c'était une décision difficile, ou ça venait naturellement? Je ne peux pas dire que ça venait naturellement, parce que là, si tu veux, on a parlé des grands-pères, des arrière-grands-pères et de leurs frères, etc. Mais il y en a eu d'autres qui n'étaient pas pasteurs dans cette lignée-là aussi. C'était des familles nombreuses. Donc dans ces familles, il n'y a pas eu que des pasteurs. D'accord. Alors pour répondre à cette question, moi je suis né à l'île de la Réunion. Donc c'est pas tout à fait à côté d'ici, mais c'était certainement un beau pays que je n'ai pas connu d'ailleurs, parce que mes parents sont rentrés ensuite quand j'avais 8 mois, donc j'étais très petit. Mais ensuite nous avons passé une dizaine d'années au Cameroun, à Nanga et Boko. Et puis là, il y avait beaucoup de forêts, et je jouais constamment dans la forêt, et le bois m'attirait. Et à l'âge de 5 ans, j'ai dit comme ça à mes parents, quand je serai grand, je vais couper du bois pour Jésus.
On m'avait dit que D'accord. Jésus il était charpentier, que son père était charpentier, donc je voulais les aider. Voilà. Alors est-ce que c'est ça qui a fait que le bois, la charpente, Jésus, mon père missionnaire et toute la famille quand même. Alors oui, ça a été, on peut dire, une sorte de prédisposition, mais j'ai quand même réfléchi à deux autres métiers avant de m'engager complètement dans la théologie. D'accord. Et l'un des deux métiers a été ébéniste et l'autre la médecine. Mais j'ai repris mes premiers amours et puis je suis revenu à la théologie. Très bien. Donc tu as fait des études ici même à Collonges-sur-Salève. Tu as fait à l'époque la licence. Hein? Oui, c'est ce qu'on appelait le diplôme d'évangéliste licencié. Ah, diplôme d'évangéliste licencié. Le mot licencié, il y a deux sens. Hein, je sais pas si c'est... Renvoyé, autorisé. Voilà. Donc, et tu commences ton ministère en tant que prof dans l'école adventiste qui était donc à Renon à l'époque, c'est ça? Alors, c'est presque ça. Presque ça, explique-moi. Je termine ici en 75, après 3 petites années d'études vraiment basiques à l'époque. Ça fait quand même quelques années. Et puis, je vais comme stagiaire à l'église de Lausanne. Ah, d'accord. C'était en 75. Et là, je devais y être pour 2 ans, comme tout le monde. Et au bout de 9 mois, la fédération me demande, par la demande en fait express de Frère Fricard, qui était directeur de ce collège de la fédération, si j'acceptais de venir les aider comme enseignant d'histoire, géographie, français, allemand, anglais, gymnastique, travaux manuels. Rien que ça. Tout ce que j'avais préparé pour mes études de théologie. Alors qu'en quittant le séminaire ici en 75, je m'étais vraiment engagé à ne jamais enseigner de ma vie. C'est vrai? Je voulais être pasteur, seulement pasteur. Et donc après 9 mois de stage pastoral, je quitte et puis je m'engage dans cette école. Et j'ai appris tellement avec les enfants. Tu sais, je n'avais pas de patience. J'en ai pas beaucoup plus maintenant. Mais j'ai appris beaucoup à être calme, à être patient avec ces enfants. J'ai appris à maîtriser mon langage, à utiliser un langage qu'ils comprennent. Enfin, j'ai appris mon métier d'enseignant auprès des enfants sur le tas, parce que jamais personne m'a fait faire 1 heure de pédagogie, mais j'ai appris comme cela avec eux. Et finalement, je me suis pris au jeu et je suis resté 13 ans dans cette belle école. Ouais. Et tu étais pasteur aussi à côté ou seulement pour l'école? Non, alors bien sûr, j'avais un pied dans l'église de Lausanne comme ancien à cette époque-là. Et puis, les 5 dernières années, je les ai passées à la direction de l'école. Et j'avais plusieurs départements à la fédération, comme la famille, l'éducation, liberté religieuse, dont certains pour l'Union suisse aussi. Et c'est pendant cette période-là, où j'étais directeur, que je me suis dit, mais c'est pas mon métier, ça. Alors, à la base, c'était autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour revenir ici, même si j'aimais beaucoup cela? Et c'est comme ça que j'ai frappé très rapidement à la porte de l'université de Strasbourg pour commencer un doctorat. Et donc pendant les 5 années où j'étais directeur de l'école de Renan, j'ai été dirigé par le professeur Trocmé à Strasbourg et j'ai rédigé ma thèse et je l'ai soutenue en 87 à ce moment-là. Tout à fait. Peu de temps après, j'ai redemandé à la fédération, est-ce que vous avez une église pour moi? Ça fait maintenant 14 ans que je suis dans le circuit, mais j'ai encore pas accompli mon métier. Et finalement, une place s'est libérée à Gland, et puis tu étais pasteur à Gland. J'ai atterri à Gland. Au milieu de tes racines, à quelque part aussi. Hein? Alors, non seulement au milieu de mes racines, mais c'est la Linière, c'est là où est née ma mère. D'accord. C'est là aussi où elle est décédée. C'est là où est né mon beau-père et c'est là où est née ma femme. Donc, c'était plus que des racines. C'était vraiment voilà, le terroir. Vraiment. Très bien. Et puis, tu ne restes pas très longtemps en tant que pasteur en Suisse romande, quoi, une dizaine d'années? Non, pas tout à fait. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et même les 3 premières années, j'ai encore donné un petit coup de main à l'école de Renan. Et puis, les 4 dernières, j'ai commencé à enseigner à Collonges 2 jours par semaine depuis Gland. Je venais ici 2 jours par semaine. Et j'ai géré donc l'église de Gland et puis l'enseignement ici partiellement. Alors, si je comprends bien, l'enseignement t'accompagne depuis le début de ton ministère. Tu n'as jamais arrêté d'enseigner? Non, et je ne voulais jamais enseigner. Curieux. Et puis, la décision de venir en France, quitter la Suisse, qui a un certain confort, tes racines, et venir en France. C'était naturel de pouvoir
vouloir continuer à enseigner et aller plus loin? On ne va pas parler de salaire là. Non, non. Parce que pour ça venir en France, Non. c'était pas mon but. Alors, voilà, je dois être tout à fait franc. En fin 90, fin 91, j'ai eu l'occasion de passer 4 mois à l'université Andrews. La division m'a offert cela. Un semestre de recherche en quelque sorte. Donc je suis parti avec la famille, une partie en tout cas, parce que tous les enfants n'étaient pas encore sur cette terre. Et puis j'ai passé 3 mois, 4 mois de recherche, de travaux. Je me suis bien documenté sur l'Église pour pouvoir aider aussi dans l'évangélisation ici en Suisse quand je reviendrai. Et donc on est rentré à Noël 91. Et quelques semaines après, un vendredi, alors que nous avions tous les vendredis à Gland une réunion de jeunesse, soit à l'église, soit à la maison. On avait un bel appartement qu'on louait donc, comme pasteur, et j'avais une pièce un peu en sous-toit comme ça, et je faisais les réunions de jeunesse là, et j'ai eu un téléphone de l'université Andrews pour me demander de venir enseigner aux États-Unis. Aux États-Unis, chez eux, parce que bon, j'avais pas mal d'amis parmi les enseignants là-bas, et je les avais rencontrés. J'avais été interviewé par le doyen là-bas aussi, et il me demandait de venir pour la rentrée universitaire de septembre. Décalage horaire considéré, le même vendredi, je reçois un téléphone de Collonges. Le même jour? Le même jour. Mais ils se sont parlé et ils ont eu vent? Là, on ne va pas me demander où était le Saint-Esprit, dans quel comité il était, je ne sais pas. Et Collonges me dit, voilà, on a un besoin en théologie systématique, est-ce que tu pourrais nous aider? Pas encore à plein temps, mais pour nous dépanner. Alors bien sûr que ce sont des demandes, qui ne sont pas encore des appels, mais qui se transforment petit à petit en appels, qui nécessitent une réflexion en famille. Je n'ai jamais pris de décision tout seul. On a discuté, on a prié ensemble. Et puis au bout de quelques jours, j'ai donné mon accord pour Collonges et j'ai refusé la demande de l'université d'Andrews. Je pense que ceci s'explique relativement simplement. J'ai considéré avant tout, vraiment avant tout, une logique de l'Église. C'est-à-dire que j'étais francophone, à la fois suisse et français de naissance, parce que je suis né en territoire français. Je me suis dit, il y a des besoins dans notre territoire. On me demande d'enseigner, je n'ai jamais demandé cela. J'avais donc pas encore donné mon accord même d'enseigner. J'étais pasteur et je voulais rester pasteur. Si c'est pour enseigner au niveau universitaire, pourquoi partir aux États-Unis alors que là-bas c'est facile de trouver des profs? C'est un petit peu l'université mère, c'est un petit peu le lieu idéal pour les recherches, pour l'enseignement. On enseigne relativement peu, mais on fait beaucoup de recherches, on publie beaucoup, on voyage beaucoup. Il y avait beaucoup d'avantages aussi qu'on m'a d'ailleurs fait comprendre et miroiter. Mais je me suis dit, pour travail égal, je serais peut-être moins inutile dans les territoires francophones. Et ça a été pour nous, avec Eliane, mon épouse, ça a été pour nous une logique. Une logique, après un temps de prière, de rester ici en Europe. Et cela dure jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 20 ans. Alors si on compte depuis 92, ça fait un peu plus que 20 ans. Ça fait 20... De 92 à maintenant, ça fait combien? 2010, 2012, 20. C'est toi qui compte. Hein. Donc 26 ans. Voilà. 26, 27 ans. Voilà. Alors, et puis si on compte depuis le moment où je suis venu en 96, là c'était à plein temps, donc je n'ai plus quitté Collonges. Donc de 92 à 96, j'étais encore pasteur à Gland. Et puis après, on a déménagé définitivement. D'accord. Alors, pour finir toute cette histoire, il y a quelque chose que tu vis actuellement, que je pense qui va rester pendant vraiment des années. C'est ce commentaire biblique adventiste, le nouveau.
tu as travaillé, tu viens de rendre donc, le commentaire sur 1 Corinthiens. Parle-nous un petit peu de ce travail qui était titanesque. Hein. J'entends les uns et les autres qui se sont engagés. C'est quelque chose de très important pour l'Église et en même temps, je pense, marquant pour toi qui rédige surtout Corinthiens, quoi. Oui, alors, alors je ne sais pas si j'avais tout su avant, si je me serais embarqué dans cette aventure. Tu dois savoir que l'Église, dans sa sphère administrative, a pris il y a une dizaine d'années la décision, avec les théologiens du BRI et la Conférence Générale et Andrews University, de réécrire toute la série des commentaires qui datait des années 50-60. Donc ils avaient plus de 50 ans, pratiquement 60 ans. Et donc, il voulait les refaire, sans du tout dénigrer la valeur de ce qui existe. Et puis, ils ont nommé Jacques Doucan comme responsable de cette gigantesque entreprise. Je pense que Jacques aussi était sûr qu'on terminerait beaucoup plus vite, sans quoi, je ne sais pas s'il se serait attelé à cette tâche-là. Bref, on a eu une première rencontre il y a maintenant 8 ans, sauf erreur, en Israël, avec des dizaines de théologiens qui avaient été choisis par ces comités, qui ont choisi à peu près 70 théologiens pour travailler sur tous les livres de la Bible. Alors j'ai accepté de travailler sur le commentaire de la première aux Corinthiens. Je ne me suis pas rendu compte, franchement, du travail au début, parce que, si tu veux, on a d'abord un test de 20 pages. Ces 20 pages sont validées ou ne sont pas validées. Et ensuite, quand elles le sont, on commence un parcours où il y aura 5 ou 6 évaluations et corrections successives par des spécialistes. Des spécialistes adventistes, des spécialistes non adventistes, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ne nous connaissent pas, qui évaluent à chaque fois le commentaire et qui nous renvoient les corrections. Il faut faire les corrections, etc. Et tout ça en anglais. Alors, ça fait que c'est un gros travail parce que c'est 350 pages qu'il faut rédiger. Et j'allais presque dire sous contrainte, pas tout à fait le bon mot, mais sous contrôle. Sous contrôle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas libre de commenter, mais ça veut dire que les tournures de phrases, la méthodologie nous est imposée quelque part, parce que le but, c'est d'avoir une sorte d'unité, je ne dirais pas d'uniformité, mais d'unité dans l'ensemble des commentaires de la Genèse à l'Apocalypse. Et pour cela, il faut bien qu'il y ait des chefs d'orchestre quelque part qui dirigent l'ensemble. Et donc, il y a un comité de 12 spécialistes, des biblistes, des archéologues, etc., qui sont les correcteurs, les examinateurs, les critiqueurs du projet. Et en plus de cela, il y a des théologiens non adventistes aussi qui nous regardent et qui corrigent nos travaux. Voilà, alors j'ai passé, je crois que c'est 8 maintenant, les 8 corrections exigées. J'attends les résultats, je ne sais pas si j'ai fini. Hein. Je pensais que c'était déjà... C'est pour moi j'ai fini, mais je n'ai pas encore reçu... On sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort. Tu sais, des fois, ces corrections durent une année, hein, et puis c'est après une année où on te dit voilà ce qu'il faut faire, puis tu as pour 2 ans de travail. Donc je ne sais pas, j'attends les corrections. Bon, ça a été, d'un autre côté, très intéressant. Maintenant, je ne sais toujours pas si mon commentaire sera retenu, hein, parce que comme je n'ai pas la version finale du comité, je n'en sais toujours rien. Mais ça m'a fait du bien de travailler sur ce commentaire. Ça m'a permis aussi de répondre encore à la demande de ces comités pour rédiger des articles du Nouveau Dictionnaire, des articles de la Nouvelle Encyclopédie, des chapitres de livres sur les Corinthiens, etc. Aussi, tout en profitant de ce travail qui a été fait pour le commentaire. Non, alors c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. À chaque fois, c'est tout à fait différent. Ouais. Même si c'est chez les Corinthiens. C'est des publics, ce sont des publics différents, c'est une méthodologie différente. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté tout ça. Mais en tout cas, je pense que ça doit marquer une vie de pouvoir participer à un projet si important pour l'Église. C'est quand même un commentaire adventiste qui va rester, je pense. L'autre est resté 50 ans, peut-être celui-là va rester encore plus, vu la rigueur qui est peut-être imposée aujourd'hui. Alors, je pense effectivement qu'il y a, par comparaison à ce premier commentaire des années 50-60, il y a bien sûr une richesse de découverte entre ces années-là, surtout pour les archéologues, les historiens.
peut-être moins pour les biblistes, bien qu'on ait développé des méthodes aussi. Et puis il y a une diversité d'auteurs et de langues, donc ça devient beaucoup plus international, c'est mondial. Hein. Tout à fait. Il y a des collègues du monde entier qui ont travaillé. Ouais. Et puis on travaille quand même avec et pour les États-Unis, donc je n'ai pas voulu y aller pour travailler. Et tu finis pour travailler pour eux? J'ai finalement été appelé par l'université Andrews 3 fois de suite pour aller enseigner là-bas, j'ai toujours refusé, mais en même temps j'ai travaillé pour eux et je continue à rédiger maintenant deux chapitres de livres différents pour des collègues d'Andrews aussi. Donc, et je pense que l'avantage de l'Église, c'est qu'elle est sans frontières quelque part. Hein. C'est mieux que l'Europe quand on a fait sauter les frontières, hein. C'est mondial. Et on travaille ici, mais on travaille pour les autres aussi, pour l'autre côté de la Terre. On ne les voit pas parce que la Terre est ronde, mais on sait qu'on travaille ensemble. Et je pense que c'est un défi qui est très beau de travailler pour l'Église. Merci beaucoup de cette interview. Je pense qu'elle va faire plaisir à ceux qui aiment l'Église, qui aiment tout ce que nos pionniers ont fait pour l'Église et tout le travail qui est fait actuellement par nos professeurs ici, par nos pasteurs partout, par nos administrateurs. Que Dieu puisse continuer à bénir ta vie, à ton ministère qui est toujours actif. Absolument. Et puis, donc, à tous ceux qui nous ont regardés, nous ont suivis, merci beaucoup de nous accompagner régulièrement sur Adventist Magazine. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview ou une prochaine reportage sur Adventist Magazine TV.